Allez-y, Ok, je vous laisse merci continuer. beaucoup Pierre. Bah, écoutez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents à ce webinaire. Il y a déjà 50 participants, je vois, donc ça va continuer d'arriver un petit peu. Donc ce webinaire a pour but de vous présenter l'outil SIST-PACA qui permet de présenter les acteurs, les process et les dispositifs du maintien dans l'emploi. Il s'inscrit dans le cadre des rencontres annuelles du maintien dans l'emploi qu'organisent les partenaires de la charte maintien dans l'emploi, dont je vais dire 2 mots juste après. Et il s'inscrit également dans le dernier jour de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà. Donc, juste une petite information, dans ce webinaire, on va vous présenter un certain nombre d'outils. Ne seront pas traitées toutes les situations individuelles. Alors, on a déjà eu dans les inscriptions quelques questions très précises sur des cas particuliers. On va être nombreux, c'est pas possible de rentrer dans le détail, chaque situation est particulière. Par contre, n'hésitez pas à revenir vers nous après ce webinaire pour qu'on apporte des réponses précises à vos cas particuliers. Voilà, on peut avancer sur la présentation donc, des intervenantes, à part Pierre qui a le plaisir de nous appuyer sur la coordination de ce webinaire. Peut-être quand même Pierre Jolidon qui anime le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Tu veux dire un mot, Pierre Eh bien, sur... effectivement, depuis le début de l'année 2023, avec plusieurs collègues, on anime ce fameux PRITH, qui a vocation effectivement à accompagner les différents acteurs institutionnels sur le sujet de l'insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, on intervient sur un certain nombre de sujets en soutien des différents acteurs institutionnels et notamment au titre de l'axe maintien. Voilà, donc merci Pierre. Moi, je me présente, je suis Isabelle Bazin, je suis chargée d'études et de développement à la GFIP PACA Corse et en charge de la thématique maintien dans l'emploi sur la région. On a avec nous également Géraldine François du Cap Emploi des Bouches-du-Rhône, qui est responsable du développement et de la communication au sein de son Cap Emploi, mais qui est également correspondante maintien dans l'emploi pour le réseau des Cap Emploi qui s'appelle KEOPS PACA. On a aussi Sandrine Mokaer de la DRETS, qui est ingénieure de prévention et spécialisée sur le sujet du maintien dans l'emploi. Émilie Sultana de la CARSAT, qui est responsable régionale adjointe du service social de l'assurance maladie. On retrouvera aussi Cécile Landré du RTE, qui est médecin du travail, et Virginie Gigondas de l'Observatoire régional de la santé, qui est en charge d'animer justement le dispositif du SIST-PACA. Voilà, écoutez, je vais peut-être laisser la parole à Sandrine Mokaer pour nous faire une petite introduction de ce webinaire. Bonjour, donc vous m'entendez bien? Bonjour, donc pour démarrer ce webinaire, je souhaite vous partager quelques résultats d'études. Alors tout d'abord, une enquête réalisée en PACA par des médecins du travail qui montre que 11% des salariés vus donc en visite médicale présenteraient un risque de désinsertion professionnelle, avec un risque accru à partir de 45 ans et pour la classe socio-professionnelle des ouvriers. D'autres études montrent également que tous les secteurs d'activité sont concernés par le risque de désinsertion professionnelle, le public comme le privé. Et le risque est augmenté pour des secteurs fortement impactés par des facteurs de risque et de pénibilité générateurs d'accidents, de handicap et de maladies. Alors, vous vous demandez quels sont donc ces facteurs de risque ces facteurs de risque de désinsertion professionnelle. Eh bien, premièrement, le vieillissement global de la population générale, couplé avec l'allongement donc de la durée de vie professionnelle liée, vous le savez, au recul de l'âge de départ à la retraite, ce qui pose bien évidemment la question de l'accompagnement des seniors dans le maintien en emploi. Deuxièmement, l'usure professionnelle, plus ou moins précoce, liée à des facteurs de risque comme l'intensification du travail, la dégradation des conditions de travail et des relations professionnelles, les nouvelles organisations du travail également. Et enfin, la dégradation de l'état de santé d'un salarié du fait d'un handicap ou d'une maladie non nécessairement d'origine professionnelle. Donc, ces premiers éléments introductifs, ils sont nécessaires pour toucher du doigt que la prévention de la désinsertion professionnelle est devenue aujourd'hui un enjeu à la fois de société, pour l'entreprise et pour l'individu. Alors, pourquoi la PDP est un enjeu de société? Eh bien, chaque année,
vous le savez, s'ajoutent de nouveaux cas de licenciement pour inaptitude physique et ou psychique, ce qui contribue à augmenter la part des demandeurs d'emploi fragilisés par la maladie ou le handicap. Par exemple, en 2021, c'est environ 3 500 personnes qui, suite à une aptitude, se retrouvent dans les effectifs de Pôle emploi. Or, on sait que ces personnels, dont la santé a été fragilisée par les aléas de la vie, auront plus de difficultés ensuite de se réinsérer dans le monde du travail. On estime en effet que lorsqu'un salarié est absent de plus de 6 mois, il n'y a seulement qu'une chance sur 2 pour qu'il reprenne une activité. On estime également qu'un tiers des personnes souffrant de cancer perdent leur emploi, le quittent ou sont toujours en arrêt maladie 2 ans après que ne soit tombé le diagnostic. Enfin, on estime qu'annuellement, le risque d'inaptitude touche en moyenne une entreprise sur 10, soit un salarié sur 100. Alors, si on se place à présent au niveau de l'entreprise, pourquoi est-ce que la PDP est un enjeu pour l'entreprise? Le fait de ne pas prendre en compte ou insuffisamment le risque de désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail long, prolongé ou fréquent peut avoir des conséquences immédiates sur le bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple sur la productivité, la qualité des biens, la qualité des services rendus, mais aussi sur le collectif de travail, par exemple sur le fonctionnement et la bonne entente des équipes, des services, la régulation de la charge de travail en raison notamment d'absences non anticipées. Et c'est là tout l'enjeu de ce webinaire, que de vous apporter, par les présentations qui vont suivre, les ressources pour vous accompagner, vous, employeurs et représentants du personnel, dans la prévention du risque de désinsertion professionnelle. C'est également pour moi l'occasion de vous rappeler l'importance de travailler en prévention primaire, c'est-à-dire sur les facteurs de risque générateurs de risques professionnels, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Je vous renvoie à la démarche de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire à l'évaluation des risques et à sa transcription dans le DURP, dont l'objet est de supprimer, voire limiter les facteurs de risque par la mise en place de mesures de prévention adaptées et surtout efficientes. Si on se place maintenant à l'échelle de l'individu, on estime qu'une personne sur 2 va être confrontée par le handicap durant sa vie. Pour éviter à l'individu finalement une double peine, c'est-à-dire d'ajouter à la maladie ou au handicap sa perte d'employabilité, il va s'agir de s'assurer que l'ensemble des mesures techniques, organisationnelles et personnelles rendues nécessaires du fait de la dégradation de son état de santé soient recherchées le plus en amont possible afin de faciliter sa reprise au travail. Les derniers chiffres que je voulais partager avec vous concernent les maladies chroniques évolutives. Vous entendrez parler souvent de MCE. Ces maladies, elles recouvrent des pathologies qui sont très diverses, comme le diabète, le cancer, les maladies psychiques, l'asthme, les hépatites, la sclérose en plaques, les maladies cardiovasculaires, il en existe de nombreuses. Le point commun à toutes ces maladies, c'est qu'elles occasionnent généralement des arrêts de travail, plus ou moins longs, et parfois de plusieurs mois, voire années. L'Organisation mondiale de la santé, elle définit la maladie chronique évolutive comme un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années. En France, un rapport de l'Inspection générale des affaires sanitaires qui date de 2013, elle estimait autour de 15 millions le nombre de personnes atteintes en France d'une maladie chronique évolutive. C'est à peu près 20% de la population générale, ce qui représente à peu près 15% de la population active. Une modélisation récente estime que cette proportion de maladies chroniques évolutives dans la population active va continuer à augmenter dans les années futures. Elle va passer de 15% en 2019 à 25% en 2025, soit une évolution de 10% en 6 ans. Donc, vous comprendrez qu'il y a véritablement un enjeu fort aujourd'hui qui se construit autour justement de la prévention de la désinsertion professionnelle. Transparent suivant, s'il te plaît. Donc, ce transparent, il est là pour vous rappeler la définition du maintien en emploi, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, donnée par la Haute Autorité de Santé. Donc, le maintien en emploi, il se définit comme un processus d'accompagnement des personnes qui présentent un problème de santé avec des incidences sur leur capacité de travail. Le processus d'accompagnement, il consiste à maintenir ces personnes durablement, et c'est important, le mot durablement, en emploi, dans les conditions compatibles avec leur état de santé, soit sur leur poste de travail actuel, soit sur un autre poste, et que ce soit dans l'entreprise ou dans une autre structure. Donc, quels sont les publics aujourd'hui susceptibles d'être concernés par ce processus d'accompagnement?
Il s'agit en fait d'un public qui est très large et qui regroupe les bénéficiaires de ce qu'on appelle l'obligation d'emploi. Donc, à titre d'exemple, les salariés reconnus travailleurs handicapés par la Commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour rappel, cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, on appelle ça la RQTH, est accordée en général de manière limitée, comprise entre 1 et 5 ans. Et cette temporalité, elle est en adéquation avec les périodes de difficulté que va connaître le salarié pendant sa maladie notamment. Les victimes donc d'accidents du travail, de maladies professionnelles également sont concernées avec une incapacité permanente d'au moins 10% et titulaires d'une rente versée soit par la sécurité sociale lorsqu'il s'agit du régime général ou par un autre organisme de protection sociale pour les autres régimes. Il peut s'agir également des titulaires d'une pension d'invalidité ou encore les titulaires d'une carte d'invalidité ou encore les titulaires de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Donc, s'agissant des maladies chroniques évolutives, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la personne atteinte d'une maladie chronique évolutive est reconnue comme bénéficiaire de l'OETH, elle devient alors éligible au dispositif de compensation du handicap. Je finirai ma présentation en vous rappelant que la réglementation prévoit également un ensemble d'obligations et de droits pour chaque acteur de l'entreprise. Alors, pour les employeurs qui sont présents aujourd'hui, et on sait qu'il y en a dans le public, j'insisterai sur 3 obligations principales. La première, c'est la préservation de la santé physique et mentale de l'ensemble des salariés, au regard notamment des risques professionnels. La seconde, c'est la mise en place de mesures nécessaires en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés. Par exemple, grâce à l'aménagement des postes de travail, des situations de travail, le recours à des dispositifs de compensation du handicap. Et c'est là tout l'enjeu de ce webinaire que de vous le présenter dans les présentations qui vont suivre. Et enfin, la troisième, c'est l'obligation pour chaque structure, de droit public comme de droit privé, comptant au moins 20 salariés, d'employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de l'effectif total salarié ou effectif d'assujettissement. S'agissant maintenant des représentants du personnel qui sont également présents aujourd'hui, je tenais également à rappeler 3 aspects essentiels de leur mission. Premièrement, l'importance de leur rôle d'écoute, mais aussi d'orientation et d'accompagnement des salariés qui sont malades ou atteints d'un handicap dans l'entreprise. Si vous souhaitez, à l'issue de ce webinaire, développer des compétences sur le sujet, j'invite les représentants du personnel à contacter l'IRT, l'Institut régional du travail, qui est basé à Marseille, qui possède un site internet et qui propose depuis cette année des formations et des sensibilisations sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Deuxièmement, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'importance, c'est l'avis aussi qui va être rendu par le CSE, le Comité social économique, dans le cadre notamment des consultations obligatoires, comme par exemple les aménagements qui sont rendus nécessaires en cas notamment de risque de désinsertion professionnelle. Donc là encore, le CSE a un rôle à jouer sur la PDP. Et enfin, troisièmement, les enjeux de la négociation collective pour les entreprises qui y sont bien évidemment assujetties quant au contenu des accords à conduire en matière notamment d'égalité professionnelle, de pénibilité, de QVCT ou encore sur le télétravail. Il s'agit ici, par le biais des accords négociés, de faire de la question du maintien en emploi des salariés atteints de maladies ou souffrant de handicap un enjeu fort de prévention pour l'entreprise, afin que la désinsertion professionnelle ne soit plus vue comme une fatalité conduisant inévitablement à l'inaptitude. Voilà, j'en ai fini et je laisse maintenant la parole à Isabelle de la GFIP. Merci Sandrine. Alors, juste 2 mots pour vous expliquer ce qu'est la charte régionale de coopération du maintien dans l'emploi, puisque je vous ai dit en introduction que c'était les membres de cette charte qui étaient à l'initiative de ce webinaire et du CIST PACA. Donc, depuis 2007, il existe une charte de coopération autour du maintien dans l'emploi en PACA. Et le CIST PACA est issu de cette charte. Les signataires de la charte, vous voyez un petit peu les logos là. Rapidement, donc il y a l'État, la DRETS, la CARSAT, l'assurance maladie avec le service social de la CARSAT, le service des risques professionnels, le service médical de l'assurance maladie. On retrouve également le régime agricole, la MSA, le service social maritime, la GFIP, le Cap Emploi et son réseau donc avec KEOPS, et puis les représentants des services de santé au travail avec Présence. Sont invités également le fonds public, puisque la GFIP intervient que dans le secteur privé, il existe un fonds public, le FIPHFP,
et l'Observatoire régional de la santé, donc qui porte le CIST-PACA, et le CARIFOREF qui réalise un tableau de bord, notamment sur le maintien dans l'emploi pour la charte. Dans ce tableau de bord que vous pouvez consulter sur le site du CARIFOREF, vous retrouverez des données statistiques sur l'ensemble des départements. Chaque membre signataire de la charte donne donc des informations statistiques et vous pouvez suivre un petit peu ces informations-là. Voilà, donc la charte, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont 3 réunions par an qui permettent à tous ces signataires de mieux collaborer, de présenter leur offre de service, qu'on se connaisse mieux et que nos actions soient en synergie pour bien sûr améliorer le parcours des salariés ou des travailleurs indépendants d'ailleurs en risque d'inaptitude. L'idée, c'est vraiment que chacun a une offre de service sur ce sujet, qu'on se connaisse bien et qu'on puisse harmoniser, collaborer et être en complémentarité les uns les autres pour créer de nouveaux outils si besoin et réfléchir ensemble pour améliorer le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, donc ces membres de la charte ainsi que les partenaires sociaux, des représentants donc de salariés, d'employeurs, globalement les acteurs du maintien dans l'emploi et puis les personnes les plus touchées, salariés et employeurs, nous font régulièrement remonter que le dispositif est complexe, qu'il y a beaucoup d'acteurs, qu'il y a beaucoup d'actions, qu'il y a des financements divers, qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser à quel moment, et qu'il était nécessaire donc de créer un outil simple regroupant toutes ces informations, donc les acteurs, les outils, le parcours d'un bénéficiaire, et que cet outil soit accessible à tout le monde, aussi bien aux professionnels de santé, donc médecins traitants, qui peuvent être à l'origine de l'arrêt de travail et donc les premiers sollicités dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, mais aussi les salariés, les entreprises et globalement tous les partenaires du maintien dans l'emploi. C'est la raison pour laquelle nous avons créé donc le CIST-PACA et notamment l'onglet maintien dans l'emploi qu'on retrouve dans le site internet du CIST-PACA. Et je vais tout de suite laisser la parole à Virginie pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci Isabelle. Du coup, je vais vous présenter l'outil CIST-PACA sur le maintien dans l'emploi. Donc, je vous propose de vous le présenter directement sur Internet. Hop. Pendant que Virginie partage, n'hésitez pas à poser des questions dans le Q&R et on peut faire des petites pauses entre deux pour y répondre au fil de l'heure. Vous voyez du coup... Pardon. Désolée. Je voulais juste du coup partager une réponse qu'on a déjà apportée à l'écrit et vous dire qu'effectivement le support vous sera transmis en version PDF par mail à l'issue de ce webinaire. Pardon Virginie. C'est bon, vous voyez du coup mon écran Très bien. Internet, ok. Du coup, alors pour accéder à cet outil, donc vous avez juste à taper sur n'importe quel navigateur Internet CIST-PACA, donc SISTEPACA. Donc voilà, CIST-PACA pour Système d'information en santé, travail et environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est un dispositif d'information qui a été créé en 2004 et qui est actuellement financé par la GFIP, la DRETS et l'ARS. C'est un outil qui est dédié donc dans un premier temps aux professionnels de santé pour les sensibiliser et pour les aider à repérer un lien éventuel entre une maladie et une activité professionnelle et également les aider sur la déclaration en maladie professionnelle. Donc, vous trouverez donc des informations sur ces 2 premiers onglets. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce que je vais vous présenter, c'est donc les maintiens dans l'emploi qui, comme l'a dit Isabelle, donc, est destiné à un plus large public et qui est accessible pour tout le monde. Donc, un plus large public, les professionnels de santé, les acteurs de l'entreprise, les acteurs du maintien dans l'emploi et bien sûr les salariés. Donc, cet outil, il a été créé effectivement pour harmoniser toutes les informations sur le maintien dans l'emploi et pour proposer du coup des informations simplifiées et pratiques sur tout le fonctionnement du maintien dans l'emploi, le réseau des acteurs du maintien dans l'emploi et les outils et les dispositifs disponibles pour le maintien dans l'emploi. Donc, comme l'a dit Isabelle en introduction, je le redis, du coup, cet outil est actuellement
dédié du coup pour les salariés du régime général. Donc il y a quelques aides et outils qui concernent la mutualité sociale agricole et les travailleurs indépendants. Donc l'idée, nous, l'évolution de cet outil, c'est qu'on va le faire évoluer pour proposer le même type d'outils pour la fonction publique et également pour les différents régimes spécifiques. Donc voilà. Nous allons vous présenter donc plus en détail cet onglet. Donc, sur le maintien dans l'emploi, vous avez accès donc à 4 pages. La dernière page donc, concerne plutôt les professionnels de santé. On va vous détailler les 3 pages suivantes. Donc, il y a une page sur les acteurs du maintien dans l'emploi, une page sur le parcours du salarié et une page qui concerne les outils et les aides du maintien dans l'emploi. Donc, je vais vous présenter la première page qui concerne les acteurs du maintien dans l'emploi. Donc, vous allez avoir accès directement à une roue des acteurs, comme on l'appelle. Donc, cette roue des acteurs, elle place le salarié donc, au cœur de cette roue. Effectivement, le salarié, il faut qu'il soit au cœur de son parcours de maintien dans l'emploi. Et autour, donc, vous avez 4 grandes familles d'acteurs du maintien dans l'emploi qui vont graviter autour de ce salarié. Donc, vous avez la famille des acteurs du soin, avec le médecin traitant, les autres soignants, les acteurs de l'assurance maladie, avec le médecin conseil, le service administratif, le service prévention risque professionnel, les assistantes sociales de l'assurance maladie. Vous avez la famille des experts compensation handicap au travail, avec Cap Emploi, avec la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, la GFIP et le FIP, donc pour les personnes de la fonction publique. Et vous avez du coup les acteurs de l'entreprise, avec bien sûr le médecin du travail, les employeurs DRH, les représentants du personnel et le référent handicap dans les grandes entreprises. Lorsque vous allez un peu plus bas sur cette page, vous allez avoir accès à un PDF. Ce PDF-là, vous pouvez à la fois le télécharger ou le consulter directement sur le site internet. Donc, je vous le conseille plutôt de le télécharger. Comme ça, vous l'aurez à la fois sur votre ordinateur. Vous pouvez également le transférer à vos collègues. Donc, ce PDF, vous allez retrouver cette roue des acteurs que je viens de vous présenter. Et cette roue des acteurs est dans ce PDF, elle est interactive. C'est-à-dire que pour chaque acteur, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous avez juste à cliquer sur l'acteur qui vous voulez avoir plus d'informations et vous allez avoir accès à des fiches qui résument les rôles et les missions de cet acteur-là dans le maintien dans l'emploi. Donc, je vais vous en présenter une. Vous avez juste à cliquer là. Et vous allez avoir accès donc, à une fiche qui résume les rôles et les missions de cet acteur, donc là, qui est le médecin du travail. Les missions dans le maintien dans l'emploi, les actions pour le maintien dans l'emploi, pour quelle personne, et également qui peut le solliciter. Voilà. Je vous présenterai également, je vous le dis déjà, mais je vous le redirai à la fin de cette présentation. Dans le site PACA, vous avez également accès à un annuaire santé, travail et maintien dans l'emploi, où vous pourrez trouver l'ensemble des coordonnées des services de prévention et santé au travail de la région PACA et des structures qui agissent sur le maintien dans l'emploi en région PACA. Alors, juste, Ouais. je t'interromps, Virginie, on a une question Oui. dans le question-réponse. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les schémas proposés sur ce site pour une utilisation sur nos propres supports, en citant la source? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout à Bien fait. sûr, On oui. fait tout ça, justement. Bien sûr. L'idée, c'est comme c'est co-construit avec les partenaires de la charte, c'est des schémas et des outils qui ont été vraiment validés. Donc, bien sûr, en citant la source, vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez. Merci Virginie. Merci Isabelle, effectivement. Donc, ne pas hésiter du coup à partager ces schémas-là et s'en servir. Donc, je vais passer la parole à Cécile Landré qui va vous parler un peu plus en détail du rôle et des missions du médecin du travail. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, chaque entreprise ou établissement a l'obligation d'avoir un médecin du travail qui lui est propre, et c'est le cas notamment des services dits autonomes, soit un médecin du travail qui va partager et mutualiser avec d'autres structures. Et on parle alors à ce moment-là de services de prévention de la santé au travail, dits interentreprise. Et là, aujourd'hui, nous allons parler plutôt de ce rôle du médecin du travail dans ces services dits interentreprise. Donc, le médecin du travail, il anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'infirmières en santé-travail, mais aussi d'assistants en santé-travail
et il bénéficie au sein de son service d'autres acteurs que sont les intervenants en prévention des risques professionnels, qui sont des spécialistes, notamment des ergonomes, mais aussi des psychologues du travail, des spécialistes du risque chimique et plusieurs autres spécialités qui constituent en fait ce service de prévention et de la santé au travail dit inter-entreprise. Toute cette équipe, eh bien, effectivement, accompagne le médecin du travail dans sa mission, mais accompagne aussi le service de santé au travail, justement pour mieux suivre l'état des lieux et des conditions de travail des salariés. Donc, ce rôle du médecin du travail, il est exclusivement préventif et il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment, eh bien, en premier temps, bien sûr, c'est suivre l'état de santé des salariés via les fameuses visites médicales, mais aussi en surveillant, en analysant les conditions du travail, les conditions d'hygiène et aussi tout ce qui est aménagement de poste pour éviter justement l'altération de l'état de santé des salariés. Donc ce rôle de prévention, notamment sur l'ensemble des risques professionnels, se fait bien sûr pas seul, puisqu'il se fait avec cette équipe qui peut aller sur le milieu de terrain, mais aussi bien sûr en lien avec l'employeur, puisque ce rôle, c'est un rôle de conseil pour l'employeur, pour les représentants du personnel et pour les salariés. Ce qui est important, c'est qu'il va faire des propositions. Alors, excusez-moi, je vais revenir sur la diapositive. Pardon. Je n'ai pas tout à fait fini. Aujourd'hui, on ne va pas parler toute la description de son action, mais c'est un acteur central de la prévention de la désinsertion professionnelle, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, il faut qu'il soit impliqué dans toutes les démarches de maintien en emploi. Il peut mobiliser l'ensemble des partenaires aujourd'hui présents pour accompagner au mieux les travailleurs, mais aussi coordonner la mise en place de ces dispositifs. C'est le médecin du travail qui assure, il peut assurer, en tout cas sur le suivi de l'état de santé du salarié, il peut assurer un suivi adapté. C'est-à-dire qu'il peut revoir plusieurs fois le salarié s'il y en a besoin, sans que ça augmente la cotisation pour l'employeur. C'est important. Pour en savoir plus sur le rôle du médecin et des services de santé au travail, eh bien vous avez des vidéos et des flyers en lien sur le site du SIST PACA. Alors, la diapositive suivante, quels sont ses moyens pour le maintien en emploi? Bon, on vient de le dire, ses fonctions de conseil. Il peut réaliser des études de poste, des analyses des conditions de travail qu'il va le faire lui-même ou avec son équipe pluridisciplinaire. Et c'est ces visites médicales qui, au-delà des visites obligatoires, peuvent être des visites dites à la demande. Alors, à la demande de qui? À la demande du salarié, lorsqu'il est en activité, à la demande de l'employeur, bien sûr, lorsque le salarié est en activité, à la demande aussi du médecin du travail, si lui, il pense qu'il faut assurer un suivi un peu plus important. Cette visite, du moment où elle est à la demande, il ne faut pas oublier que l'employeur doit être informé. Et elle va permettre justement, dans le cas notamment, on va le voir tout à l'heure, de maladies chroniques par exemple, qui ne sont pas obligatoirement de long arrêt maladie, peuvent réfléchir et anticiper et aménager les postes de travail. Ça rajoute bien sûr les visites dites de pré-reprise. Il y aura un focus tout à l'heure, je pense, dessus. Ce sont des visites qui sont à l'initiative du salarié, du médecin conseil ou du médecin traitant, et depuis peu, du médecin du travail. Donc, c'est une visite qui est pendant l'arrêt du salarié, que le salarié généralement sollicite le plus tôt possible pour anticiper. Et depuis peu, depuis la loi de août 2021, a introduit ce qu'on appelle les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle qui existent maintenant au sein de chaque service de prévention de la santé au travail, qui permet un accompagnement personnalisé de tous les salariés qui auraient été identifiés comme à risque de désinsertion professionnelle, à savoir que cette cellule de prévention de la désinsertion professionnelle accompagne les salariés qui sont RQTH, mais aussi les salariés qui ne le sont pas. La loi de 2021 a enfin introduit ce qu'on appelle une nouvelle visite obligatoire, qui est la visite de mi-carrière, qui se fait généralement vers les 45 ans. Elle peut se faire à 43 ou 44, voire 45 ans. Elle est très importante puisqu'elle permet en fait d'anticiper et, si vous voulez, d'évaluer l'état de santé du salarié au regard de ses capacités restantes et au regard surtout de ses conditions de travail. Comme ça a été cité en introduction, c'est souvent à partir de 45 ans qu'il y a des problèmes de santé et que le risque d'inaptitude éventuellement
ou en tout cas le risque des insertions professionnelles, est important et qu'il faut réfléchir sur un nouveau peut-être projet professionnel ou en tout cas aménager le poste. Et donc cette visite de mi-carrière est très importante. Donc pour quelles personnes, c'est tous ces outils, mais on est d'accord aujourd'hui, on parle vraiment des salariés du régime général et des salariés, de la MSA puisque c'est co-signataire. Pour les travailleurs libéraux, il existe et travailleurs indépendants, il existe des offres de services qui sont développées par les services de prévention de la santé au travail et à ce moment-là, pour ces personnes-là, je leur dirais de contacter leurs services ou certains services, de prévention pour voir quelles sont les offres, appropriées pour leur permettre de bénéficier d'un suivi et d'aide si besoin. Je laisse la parole à Virginie. Merci, Cécile. Du coup, alors pour revenir sur ces PDF, donc c'est un PDF interactif. Vous pouvez donc cliquer sur sommaire et vous allez donc accéder au sommaire qui récapitule donc l'ensemble des fiches disponibles par rapport aux acteurs du maintien dans l'emploi. Vous avez donc juste à cliquer du coup sur un des acteurs qui vous intéresse, par exemple là la fiche employeur qui vous intéressait, et donc vous allez avoir accès donc à ces fiches résumées sur les rôles et les missions de cet acteur-là dans le maintien dans l'emploi, avec le rendez-vous de liaison. Normalement, il y a un petit encadré du coup sur le rendez-vous de liaison dans la fiche employeur. Voilà. Donc, il y a également une fiche sur les représentants du personnel qui peut être intéressante à visionner de votre côté. Voilà, du coup, je vais revenir sur le site internet. On va vous présenter maintenant la deuxième page qui porte sur le parcours de votre patient salarié. Donc là, nous proposons donc 2 schémas pour avoir un visuel de parcours sur le maintien dans l'emploi d'un salarié. Donc le premier schéma, c'est un salarié qui est en arrêt de travail. Vous allez pouvoir voir du coup les différents acteurs qui vont participer à un moment donné, les différents temps forts, comme on les appelle, de ce parcours de maintien dans l'emploi. Et vous avez un deuxième parcours qui porte sur un salarié qui n'est pas forcément en arrêt de travail, mais dont l'état de santé va s'aggraver. Et voilà les différents temps forts à réaliser du coup dans son maintien dans l'emploi. Donc là, on va vous présenter, donc Géraldine, je vais passer la parole à Géraldine qui va vous présenter un peu plus en détail ce premier parcours. Merci Virginie. Donc ce premier parcours, c'est le parcours d'une personne qui est en arrêt de travail et l'idée de mettre en lumière un parcours, c'est d'illustrer les temps forts avec les différents intervenants et de les mettre en dynamique. Après avoir eu la présentation des fiches, on passe sur un parcours. On sait qu'un parcours de maintien dans l'emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent prendre du temps. Et chacun a un rôle à jouer dans la réussite de ce maintien dans l'emploi ou de ce parcours de prévention. Donc, le premier des acteurs qui va intervenir en temps fort, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant qui est souvent considéré pour les patients comme un médecin, un confident, un médecin de soins. Et il a un rôle prépondérant à jouer en fait dans la détection précoce d'une problématique santé qui aurait des répercussions sur sa capacité de travail. Il va bien sûr, le médecin traitant, délivrer le médicament de l'arrêt de travail, mais s'il y a des conséquences de cet état de santé ou de ce handicap, il pourra aussi initier la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Et le médecin traitant a également un rôle à jouer dans la mobilisation des outils qu'on va utiliser dans le cadre de la prévention de la désinsertion. Par exemple, son accord sera demandé aussi quand on voudra mettre en œuvre un bilan de compétences. Avec le CISTE-PACA, on informe justement sur la thématique du maintien dans l'emploi, sur le dernier cycle avant qu'ils aillent s'installer, justement sur leur rôle et leur mission dans le cadre du maintien dans l'emploi. Le deuxième acteur que le patient va rencontrer, c'est le service médical de l'assurance maladie. Merci Virginie. Le médecin conseil, qui lui aussi a un rôle de détection fort lors du contrôle du bien fondé de l'arrêt de travail et qui va pouvoir orienter aussi
vers l'outil. Donc, le médecin traitant et le médecin conseil, l'outil qu'ils peuvent utiliser et qu'ils doivent utiliser, c'est la visite de pré-reprise, qui est l'outil par excellence de préparation au retour à l'emploi dès lors qu'il y a des difficultés avérées. Et donc, ils ont tous les deux un rôle de détection et un rôle d'information de l'existence de cette visite de pré-reprise et de l'orientation vers le médecin du travail. On a mis aussi en lien l'employeur. L'employeur aussi, et puis quand on parle de l'employeur, on parle de toutes les personnes qui gravitent autour de l'employeur et qui gravitent dans les entreprises, qui ont aujourd'hui un rôle de détection fort au travers aussi du rendez-vous de liaison. Cécile Landré en a parlé tout à l'heure. Ça a été introduit donc par la dernière loi sur la santé au travail de la loi de août 2021 avec les derniers décrets d'application. Et ce rendez-vous de liaison qui n'est pas un rendez-vous médical, mais plutôt un rendez-vous informatif sur les outils de la PDP. Parce qu'après, ça va vite, en fait. Quand on est dans une reprise, il y a les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre, si on ne les a pas bien préparées, on intervient plutôt en urgence. Et après, il y a 2 autres acteurs qui sont en dessous et qui peuvent intervenir durant l'arrêt de travail. C'est l'assistante sociale de l'assurance maladie, qui va aussi, le médecin conseil va aussi orienter vers l'assistante sociale de l'assurance maladie pour faire un diagnostic, un bilan psychosocial et commencer à mettre en œuvre les outils du maintien dans l'emploi et qui informera aussi de l'existence de la visite de pré-reprise, donc qui a son rôle durant l'arrêt de travail. Et vous avez Cap Emploi, l'organisme que je représente aujourd'hui, qui va aussi, dans son rôle d'accompagnement au maintien dans l'emploi et à la prévention de la désinsertion professionnelle, intervenir aussi bien dans le cadre de l'arrêt de travail qu'au moment de la reprise. Voilà. Après, nous travaillons sur les différentes solutions. On voit que dans les temps forts, après l'arrêt de travail, il y a la visite de reprise et on travaille sur les différentes solutions qui sont le maintien au poste, le maintien sur un autre poste, le licenciement pour inaptitude qu'on aura préparé pour travailler à un projet de reconversion professionnelle. Du coup, je te repasse la main, Virginie. Oui, merci Géraldine. Du coup, je vais passer la main directement à Cécile Landré qui va nous illustrer de la même façon, du coup, le deuxième schéma, qui est un schéma sur un salarié qui n'est pas forcément en arrêt de travail, mais dont l'état de santé s'aggrave. Oui, effectivement, donc lorsqu'un salarié est en activité et que son état de santé s'aggrave, le premier acteur qu'il va contacter, effectivement, c'est son médecin de soins. Par contre, le deuxième acteur, le médecin du travail, souvent, il n'y pense pas immédiatement. Et donc, il peut se dérouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre ce que le salarié va faire. Le salarié va contacter le médecin du travail à la dernière minute, quand souvent ses capacités, déjà, il ne peut plus exercer son travail. Ça devient très, très compliqué. Donc, on a quand même informé les médecins traitants, mais aussi les salariés et les employeurs, que lorsque on pense qu'il y a une situation difficile au travail, justement, de conseiller le salarié de prendre contact avec nous, ou en tout cas, l'employeur aussi peut nous demander une visite à la demande. Pourquoi? Ça permettra justement de faire un point avec ce salarié sur son état de santé. Et bien sûr, toutes les relations avec les médecins traitants ou les médecins de soins se font en accord avec le salarié, il ne faut pas l'oublier, pour mieux connaître par exemple le plan de schéma thérapeutique et aussi anticiper sur des aménagements possibles, des adaptations de poste, voire quelquefois, c'est rare, mais on travaille aussi sur peut-être une problématique de reclassement, puisqu'on sait que le salarié ne va peut-être pas pouvoir à terme continuer sur son poste de travail. Donc tout ça, ça ne se fait pas seul, bien sûr. On laisse à ce moment-là le médecin du travail active souvent sa cellule de prévention des insertions professionnelles, qui elle-même active l'ensemble des partenaires du réseau. Et bien sûr, en même temps, lorsque le salarié est d'accord, on en informe l'employeur et à ce moment-là, il y a des réunions tripartites ou plus qui permettent justement de maintenir le salarié, d'adapter, de proposer des aménagements de poste en termes techniques, organisationnels ou humains, ou alors on est plus loin dans déjà une préparation de formation tout en ce que le salarié reste en activité et puisse bénéficier de tous les dispositifs et des outils qui existent lorsque le salarié est en activité, justement pour lui proposer éventuellement
Ça peut aller jusqu'au reclassement ou travailler sur une autre activité. Donc voilà, ça c'est un point très important. Et bien sûr, Cap Emploi et l'ensemble des acteurs sociaux y participent. Merci Cécile. Du coup, si vous allez un peu plus bas, vous allez tomber sur le même PDF que je vous ai présenté juste avant sur les acteurs. Et donc, sur ce PDF-là, vous allez avoir accès du coup aux 2 schémas qu'on vient de vous présenter. Et là aussi, donc, ce sont des schémas interactifs, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur un des acteurs qui sont présents sur ce schéma parcours, vous pouvez cliquer sur cet acteur-là et vous allez avoir accès directement à la fiche. Également sur les temps forts, du coup, il y a des fiches sur les différents temps forts qui sont présents sur ces schémas parcours. Et là, vous pouvez cliquer sur un des temps forts et vous allez avoir accès sur une fiche qui résume du coup cette visite, par exemple. Qu'est-ce que c'est, pour quelle personne? Donc là, on est sur la fiche de la visite de reprise. Qu'est-ce que c'est, pour quelle personne, qui peut la solliciter? Voilà, donc si vous voulez avoir l'accès à toutes les fiches des différents temps forts, vous cliquez sur sommaire et là, vous allez avoir donc les différentes fiches qui présentent du coup les différentes visites et vous pouvez cliquer sur une des fiches et vous allez avoir du coup accès du coup à ces informations-là. Donc là, On a vous notamment avez la Virginie, visite de je pré-reprise. t'interromps. Il y Ouais. a, il y a- il y a des questions du coup Oui. dans le question-réponse. Alors la première, en tant qu'assistante sociale, est-il possible d'utiliser ces schémas en entretien avec les assurés pour les aider à se situer parmi tous ces acteurs? Bah, la réponse est oui, hein, comme les précédents schémas, il y a pas de souci. Ils doivent servir justement à du pratico-pratique, donc tant mieux s'ils vous servent. Et la deuxième question, face à une RQTH, les employeurs privilégient souvent le licenciement. Quelle action a-t-on? Alors, j'aurais tendance à dire que non, les employeurs ne privilégient pas le licenciement. Ils ont d'abord une obligation de rechercher des solutions, hein. Ça a été dit par Sandrine en introduction, et qu'on peut les accompagner pour les aider à rechercher une solution et qu'on n'a pas on fait de nombreux maintiens dans l'emploi toute l'année, donc ça veut bien dire que les employeurs ne privilégient pas le licenciement, mais quelquefois, il n'y a pas de solution et le licenciement est inévitable. Peut-être pour compléter, Mmh. c'est que ce soit avec ou sans RQTH, la problématique qui se pose dans le cadre c'est la problématique de l'aptitude au travail et des conséquences de sa pathologie ou du handicap sur cette aptitude au travail qui va vers un diagnostic parfois d'inaptitude. Je rappelle que l'employeur, il a des obligations de moyens, pas d'obligation de résultat. Et quand il y a une problématique santé qui devient incompatible et qui met en danger aussi la personne, c'est pourquoi on tend vers l'inaptitude. Mais on n'est pas topé RQTH. La RQTH, elle permet juste d'ouvrir des aides et des dispositifs, justement. C'est une reconnaissance administrative de la problématique santé. C'est pas parce qu'on est RQTH qu'on n'a pas accès à des prêts. C'est pas parce qu'on est RQTH qu'on n'a pas accès aux mêmes règles et aux mêmes obligations que n'importe quel salarié qui a une problématique santé et pour lequel il y a une inaptitude au poste de travail. Donc en fait, on peut pas, c'est pas possible de catégoriser comme ça, en tout cas. Et peut-être je compléterai aussi par rapport au fait que les employeurs, c'est vrai, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas qu'ils privilégient forcément un licenciement, c'est que c'est vrai que des fois, dans les petites structures, on peut le comprendre, il n'y a pas forcément possibilité de reclasser, d'aménager le poste ou de reclasser. Mais l'idée, et justement, ça a été très bien dit par les différentes personnes avant, notamment par France, oui, enfin, par voilà, Géraldine, ça a été donc de dire à un moment donné, il faut anticiper. Et l'anticipation permet souvent aussi de trouver des solutions, y compris hors de l'entreprise. Mais pour ça, encore faut-il anticiper et mobiliser, lorsqu'ils doivent être mobilisés, à la fois les acteurs et les dispositifs ressources nécessaires. On a un petit peu évoqué le bilan de compétences, on va vous parler aussi d'un certain nombre d'autres dispositifs comme l'essai encadré, etc., qui peuvent être aussi potentiellement, lorsque il n'y a pas de possibilité en interne de reclasser
la personne, et on a bien rappelé que c'était une obligation première de l'employeur que d'essayer de le faire. Il y a possibilité après à aller donner la possibilité en tous les cas aux salariés d'accéder à un autre parcours et à d'autres choix professionnels, voire de reconversion. Voilà. Merci. Du coup, j'en profite pour vous présenter du coup la dernière page. Il présente du coup les outils et les aides disponibles pour le maintien dans l'emploi. Du coup, la troisième page, donc c'est les outils de maintien dans l'emploi. Donc, on vous propose, en fait, on a proposé, on a classé les différentes aides et dispositifs selon le statut du salarié. C'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir accès à des tableaux qui récapitulent l'ensemble des aides et dispositifs déployables pendant, par exemple, l'arrêt de travail, donc selon le statut du salarié. Donc voilà, vous avez plusieurs cases. Donc pendant l'arrêt de travail, les différentes aides, accompagnements, stages, aides financières disponibles pendant l'arrêt de travail, les aides à la fin de l'arrêt de travail, les aides disponibles à la reprise de l'activité, compensation du handicap, à la reprise de l'activité, aide au changement de poste, et les aides disponibles et les accompagnements stages lorsque le salarié devient demandeur d'emploi. Et vous avez du coup également les différentes aides, prestations sociales, aides financières disponibles à tout moment. Donc, lorsque vous voulez avoir des informations sur des aides déployables pendant, par exemple, l'arrêt de travail, vous pouvez cliquer sur cette case-là et vous allez avoir accès donc, à un tableau qui récapitule en fait et qui détaille les aides disponibles pendant ce moment-là. Donc là, la première colonne, donc vous avez les noms des aides. La deuxième, c'est une petite description de cette aide-là. Vous avez une colonne donc, sur le public éligible. Quel est le financeur de cette aide? Qui peut la demander? Est-ce qu'il a besoin d'un accord ou une démarche au préalable? Et est-ce qu'il existe donc un formulaire ou une fiche disponible pour cette aide-là? Voilà, donc je vais en profiter du coup pour passer la parole à Émilie qui va vous présenter donc une aide déployable pendant l'arrêt de travail. Avant, on peut peut-être répondre à la question qui apparaît. Donc, assistante sociale interentreprise, j'ai le sentiment qu'il y a un manque de communication ou du moins des difficultés d'échange entre les différents médecins du travail, médecins traitants, médecins conseils. Comment se passent ces échanges? Les médecins conseils ont-ils tous les réflexes de prendre contact avec le médecin du travail afin de connaître le fonctionnement au sein de l'entreprise et les difficultés rencontrées pour le maintien dans l'emploi? Peut-être Cécile, tu peux répondre à ça? Alors, effectivement, des fois, il peut y avoir D'abord, il y a de nombreux médecins du travail, donc effectivement, il faut identifier souvent le bon médecin du travail, ce qui n'est pas un parcours tout à fait évident, mais justement, sur le site, vous allez retrouver les annuaires. C'est intéressant. Vous savez qu'une assistante sociale ou un acteur d'action sociale peut contacter le médecin du travail, hein. Il n'y a pas de souci à cela. Concernant l'ensemble des médecins, mais vous savez on est soumis au secret médical. Donc, il y a certaines données qui ne peuvent pas être partagées. Elles peuvent être partagées que si le salarié est d'accord. Donc, souvent, quelque part, quand on dit qu'il faut anticiper et recevoir le salarié et avoir le même discours à le salarié, c'est très important. Parce que pour arriver à lui faire comprendre qu'il faut qu'il rentre dans un accompagnement, certes avec plusieurs acteurs, c'est pas facile pour lui. Qu'il comprenne qu'il ne peut plus travailler ou que certaines de ses capacités sont diminuées, c'est très difficile. Et donc, le fait de cet accompagnement va permettre aussi de mieux comprendre sa situation, de mieux travailler avec les autres, et c'est sous son accord que l'on déclenche les aides. Donc, ce point est capital. La personne, la point d'entrée du salarié, quand il vient chercher de l'aide, il faut lui expliquer qu'il va rentrer dans un certain parcours qui est relativement complexe pour lui, mais en tout cas, justement, qui va permettre de le faire adhérer à ce parcours et qui va lui permettre aussi, justement à nous, de contacter le médecin conseil, éventuellement, de contacter le médecin du travail, le médecin traitant, mais toujours sous forme de courrier que l'on remet au salarié, le salarié lui-même va l'apporter au médecin. Donc, c'est vrai que c'est un parcours complexe qui prend du temps et c'est pour ça que l'on dit qu'il faut anticiper le plus possible, le plus en amont. J'espère avoir répondu à la question. Il y a une autre question. Que veut dire BOETH? Donc, cela veut dire bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est ce qu'a évoqué Sandrine en introduction. Ces bénéficiaires-là sont ceux qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la MDPH
par la MDPH, ou la rente accident du travail délivrée par la sécurité sociale, ou la pension d'invalidité délivrée par la sécurité sociale, mais également l'allocation adulte handicapé délivrée également par la MDPH, ou la carte mobilité inclusion. Donc ces titres-là, quel que soit le titre, l'un ou l'autre, sont regroupés dans ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, quand l'entreprise elle doit embaucher au moins 6% de son effectif de BOETH, il faut qu'elle embauche des personnes ou qu'elle ait dans ses effectifs des personnes qui ont un de ces 5 titres, ou 6. Voilà. Pardon, Émilie. Merci, pas de souci. Merci, je prends le relais. Donc, je vais vous présenter 2 dispositifs qui sont mobilisables, un pendant l'arrêt de travail et un à l'issue de l'arrêt de travail, donc 2 dispositifs de l'assurance maladie. Donc, à savoir tout ce qui vous a été dit précédemment, bien sûr, il existe de nombreux outils qui peuvent être mobilisables dans le cadre du maintien, en tout cas pour favoriser le maintien dans l'emploi. Là, effectivement, je vais m'arrêter sur 2 dispositifs. Et tout ce qui a été dit précédemment, hein, je souscris pleinement. Bien sûr, plus c'est fait précocement, plus ces dispositifs sont évoqués et sollicités le plus tôt possible, mieux c'est, et mieux ça favorisera le maintien, du coup, en emploi. Alors, le premier dispositif que je vais évoquer est l'essai encadré. Donc, c'est un dispositif qui est mobilisable pendant un arrêt de travail. Il s'inscrit pleinement dans un objectif de retour à l'emploi, puisqu'il permet en fait à un salarié de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités restantes. À savoir que donc cette démarche de l'essai encadré, elle va venir en fait permettre de tester un nouveau poste ou un aménagement qui est proposé par le médecin du travail. Elle permet aussi de tester donc la capacité du salarié à reprendre son ancien poste de travail. Elle peut permettre effectivement de rechercher des pistes pour un aménagement de poste ou un reclassement. Et elle peut permettre de tester une reprise de travail à temps partiel thérapeutique également. Donc ça, c'est vraiment la démarche qui est poursuivie. Cet essai encadré peut être prescrit donc par plusieurs acteurs qui sont autour d'ailleurs de cette table virtuelle, les services de santé au travail, donc les médecins du travail, le service social de l'assurance maladie et les organismes de placement comme Cap Emploi et Comet. L'essai encadré. La durée de cet outil, de ce dispositif. Donc, l'essai encadré peut durer 14 jours. Ces 14 jours peuvent être fractionnables et cette période peut être renouvelée une fois. Et un même assuré peut bénéficier de plusieurs essais encadrés si son projet professionnel évolue au cours de l'arrêt de travail, du fait d'un changement de situation médicale, sociale ou autre. Cet essai encadré peut se faire et peut se dérouler au sein de l'entreprise initiale, du bénéficiaire et au sein aussi d'une autre entreprise qui serait susceptible de l'embaucher à l'issue de l'arrêt de travail. Les conditions d'éligibilité, peut-être effectivement c'est intéressant de s'y arrêter. Donc les personnes qui peuvent en bénéficier donc, sont les salariés bénéficiant d'un contrat de travail en CDI, en CDD de longue durée, en contrat de professionnalisation et d'apprentissage. Et les intérimaires peuvent également y prétendre. Il faut effectivement être en arrêt de travail, indemnisé, soit au titre de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui a été évoquée à plusieurs reprises pendant ce webinaire, n'est pas obligatoire, donc elle n'est pas indispensable pour bénéficier d'un essai encadré. Et les travailleurs, on parlait tout à l'heure des statuts aussi, donc là c'est pour les salariés du régime général, les travailleurs indépendants ne peuvent pas bénéficier de cet outil de remobilisation, en tout cas pas pour l'instant. Il y a des négociations qui sont en cours, mais pas pour l'instant. Ce qu'il est intéressant peut-être aussi bien sûr à évoquer, c'est que chaque essai encadré fera l'objet d'un bilan à l'issue, à la fin de l'essai encadré, qui sera transmis au médecin du travail, au service social de l'assurance maladie et au prescripteur. Donc, en fonction de qui a prescrit l'essai encadré, la personne recevra aussi ce bilan-là. Ce bilan, en fait, il doit tout simplement permettre de déterminer et de prévoir, si besoin, de nouveaux aménagements ou la mobilisation d'un autre outil, en fait, d'un autre dispositif dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, comme par exemple un temps partiel thérapeutique ou une CRPE que je vais évoquer juste après. Ce qui est important aussi de noter, c'est que tous ces dispositifs, et donc là par exemple l'essai encadré que j'évoque à l'instant, bien sûr font l'objet de, j'allais dire, de validation
puisque différents acteurs vont être sollicités dans la mise en œuvre de l'essai encadré, au-delà bien sûr de l'assuré lui-même, qui doit bien sûr adhérer à ce projet, puisque ça se fait bien sûr avec lui. Il y a le médecin traitant qui va venir effectivement rendre son avis et nous dire si c'est possible et c'est compatible avec l'état de santé. Le médecin du travail, Cécile Landré l'a évoqué très régulièrement, bien évidemment son avis est indispensable à la mise en œuvre de ce dispositif, comme d'autres dispositifs en matière de PDP aussi. Et il y a aussi l'instance de coordination du pôle de l'assurance maladie. Donc le pôle de l'assurance maladie est constitué du service médical, donc des médecins conseils, du service administratif des caisses primaires, qui vont vérifier les droits aux indemnités journalières, et le service social de l'assurance maladie. Et donc ces 3 acteurs du pôle assurance maladie, dans le cadre d'une instance de coordination, vont évaluer la pertinence et valider la mise en œuvre de cet essai encadré. Voilà pour l'essai encadré. Le deuxième dispositif que je vais évoquer avec vous ce matin, donc c'est la CRPE. Donc là, c'est un dispositif du maintien dans l'emploi qui est sollicitable à la fin de l'arrêt de travail. Donc la CRPE, l'acronyme veut dire la Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Donc c'est un outil qui est destiné à faciliter le retour en emploi des assurés dont l'aptitude au poste de travail est compromise et reconnue comme telle par le médecin du travail. Donc c'est un contrat transitoire qui va venir donner du temps aux salariés et à l'employeur, pour leur permettre d'étudier des solutions de retour en emploi à la suite d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Donc effectivement, ces dispositifs-là, d'ailleurs l'essai encadré tout autant et les autres dispositifs qui sont mobilisables, ils vont permettre, on l'évoquait juste avant, d'éviter les licenciements pour inaptitude bien sûr d'un salarié. Donc c'est pour ça que, encore une fois, plus les acteurs du maintien sont sollicités en amont et le plus tôt possible dans le parcours d'un salarié, et plus ces dispositifs-là sont mobilisés le plus tôt possible, ça permettra d'éviter au maximum le licenciement d'un salarié. Donc cette convention de rééducation professionnelle en entreprise, elle permet effectivement elle peut permettre 2 choses, soit de se réaccoutumer à l'exercice de son ancien métier après une longue période d'arrêt pour réapprendre les gestes professionnels et s'adapter aussi bien sûr aux nouvelles techniques, par exemple les méthodes qui auront été mises en œuvre pendant l'arrêt au sein de l'entreprise. Et elle peut se permettre également l'apprentissage d'un nouveau métier chez l'employeur initial ou dans une nouvelle entreprise. Donc, qui peut bénéficier de cette convention de rééducation professionnelle? Donc, c'est effectivement les assurés du régime général qui ont un contrat de travail en cours et dont l'état de santé laisse présager des difficultés à la reprise. Il faut effectivement, au moment de la mise en place de la convention, être en arrêt de travail, même si effectivement, une fois qu'elle est mise en place, elle vient mettre fin à l'arrêt de travail, la convention. Mais il faut la déclencher pendant l'arrêt de travail. Et il faut être indemnisé, bien sûr, au titre, comme pour l'essai encadré, de la maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Il faut avoir été déclaré inapte par le médecin du travail qui aura identifié un risque d'inaptitude au cours, par exemple, de la visite de pré-reprise. La reconnaissance du travailleur handicapé n'est pas obligatoire, donc on peut être bénéficiaire ou pas de cette reconnaissance pour mobiliser cette convention de rééducation professionnelle en entreprise. Et bien évidemment, de la même manière que je l'évoquais précédemment, puisque c'est pour l'ensemble des dispositifs qui sont mobilisables, il faut recueillir l'accord du médecin traitant, bien évidemment, par le prescripteur. De la même manière que l'essai encadré, que le dispositif précédent, les travailleurs indépendants, pour l'instant, ne peuvent pas bénéficier de cet outil du maintien dans l'emploi. Donc là, encore une fois, il y a des travaux qui sont menés, mais pour l'instant, effectivement, ils ne peuvent pas en bénéficier. Donc cette convention, elle peut être... Pardon, non, quelqu'un voulait prendre la parole? Non, je continue. Cette convention peut être prescrite donc par le service social de l'assurance maladie, les services de santé au travail et les organismes de placement tels que Cap Emploi et Comes, de la même manière que pour l'essai encadré. Et de la même manière que pour l'essai encadré, là encore une fois, ce dispositif-là, bien évidemment, requiert certaines validations, donc le médecin traitant, le médecin du travail, on l'a évoqué précédemment, et encore une fois, l'instance de coordination avec le pôle assurance maladie, qui est composé, je le répète, donc des médecins conseils, service médical, service administratif des caisses primaires
et le service social de l'assurance maladie viendront valider, encore une fois, la bonne adéquation de ce dispositif au regard de la situation de l'assuré. Voilà, Oui. qu'est-ce que je peux vous dire? La durée peut-être? Oui. Oui, Après, tu as plusieurs questions, mais vas-y, d'accord. termine et on te les Je termine posera et on après. regarde. Donc, la durée, peut-être c'est important aussi de s'y arrêter un instant. Donc, la convention de rééducation professionnelle peut durer 6 mois. Elle est renouvelable une fois et jusqu'à 18 mois maximum. Et elle peut effectivement déboucher sur un CDI à l'issue. Elle entraîne la fin de l'arrêt de travail, mais ça je vous l'ai dit, donc cette convention se mobilise pendant l'arrêt, mais par contre, effectivement, du moment après où elle est mise en place, elle entraîne la fin de l'arrêt de travail. Qu'est-ce que je peux vous dire qui est important? Je regarde mes notes pour voir si j'ai oublié des choses. Oui, les CSE, effectivement, peut-être que c'est important au regard du public qui est présent à ce webinaire. Les CSE des entreprises qui sont accueillants et prêteuses, effectivement, puisqu'il s'agit d'un prêt de main-d'œuvre dans le cadre d'une CRPE, pardon, devront être informés par les employeurs, effectivement, de la mise en place de cette convention. Voilà ce que je peux vous dire. Et peut-être regarder, effectivement, les questions qui ont Oui, été il y a posées. plein de questions. Alors, on va Ah, essayer de les poser dans l'ordre. Qui rédige le bilan à l'issue de l'essai encadré? à l'issue du l'essai encadré. Très bonne question. Ben, ça va effectivement. Tu veux que je t'aide, Émilie? Volontiers, Euh, Géraldine. le bilan, il doit être rempli par l'employeur. C'est un bilan qui est fait sur une évaluation de ce pourquoi la personne elle a fait un essai. Et c'est vrai qu'on accompagne l'employeur à la rédaction de ce bilan qui doit être transmis justement à la cellule de coordination de la sécurité sociale et qui va nous aider après à mettre en œuvre le maintien dans l'emploi et les outils de compensation si c'est nécessaire pour la reprise. Effectivement, et souvent, effectivement, le tuteur, il y a souvent un tuteur qui est nommé dans le cadre des essais encadrés, participe également à la rédaction de ce bilan au sein des entreprises. Et il sera adressé à la cellule de coordination, médecin du travail, à la personne elle-même et à l'organisme Et au prescripteur. prescripteur. La prochaine question. Quels sont les délais, c'est ça? Quels sont les délais d'instruction d'une CRPE? Alors, les délais d'instruction d'une CRPE, ils sont variables. De toute façon, ils peuvent être effectivement... alors, je dis ils sont variables puisqu'ils nécessitent effectivement l'accord, ce que je vous disais précédemment, des différents médecins, puisqu'il faut recueillir l'accord des différents médecins, monter effectivement la convention, recueillir aussi l'accord de l'instance de coordination du pôle de l'assurance maladie. Donc, les délais sont variables. Je ne pourrais pas vous donner un délai, j'allais dire, un délai moyen. Ils sont variables, effectivement. Il n'y a pas un délai Ce qui est important de dire, c'est que c'est un outil qui doit être mobilisé c'est un outil qui permet vraiment le reclassement professionnel avec des aides considérables pour l'employeur et qui permet aussi à la personne d'être plus cool sur sa reprise d'emploi, parce que c'est tutoré, il y a une formation qui va avec. Mais c'est des outils qui nécessitent de l'anticipation. Parce que ça nécessite, et on vous l'a montré, ça nécessite vraiment une coordination de tout un ensemble d'acteurs. Et que du coup, l'employeur, il a son rôle à jouer, le salarié, il a son rôle à jouer, l'assurance maladie a son rôle à jouer, et puis les autres dispositifs aussi. Donc, c'est sûr que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le maintien dans l'emploi, il faut agir en précocité. C'est le message qu'on veut passer parce que la mobilisation des outils aussi, elle est complexe. La prochaine question, qui évalue la compatibilité du poste dans l'entreprise? Ah pardon, ça a sauté, non, voilà. Qui évalue la compatibilité? Je ne la vois plus la question. Là, voilà. Qui évalue la compatibilité du poste dans l'entreprise d'accueil? Le médecin du travail de l'entreprise initiale ou celui de l'entreprise d'accueil? Peut-être que Cécile peut nous aider. Je pense que c'est les deux, parce qu'on ne peut pas aussi, je veux dire, faire en sorte qu'un salarié arrive dans une nouvelle entreprise et que le médecin du travail de cette entreprise ne soit pas informé. Donc, effectivement, au départ, sur la proposition, c'est le médecin du travail initial, si je puis dire, avec notamment l'ensemble qui, bien sûr, il ne le fait pas seul, il fait aussi énormément d'enquêtes et d'études, et en lien avec le médecin du travail du futur établissement. Merci Cécile. Bonjour, vous avez évoqué la liste des cas de BOETH. Comment fait-on en tant qu'employeur de saisonniers notamment pour savoir si un salarié entre dans les clous pour pouvoir l'inclure à la déclaration?
poser ce genre de questions les braque. On est limite avec l'interdiction des infos médicales sur le personnel. Qui veut prendre le relais, Isabelle, peut-être? Ouais, je veux bien. Effectivement, la personne qui a son titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi est libre de le communiquer ou pas à son employeur. Donc, effectivement, si elle ne souhaite pas le faire, vous ne pouvez pas la déclarer. Après, ce qui est clair, alors c'est vrai que pour les saisonniers, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais si l'entreprise a une démarche affichée d'insertion de personnes en situation de handicap, de maintien dans l'emploi, en général, on constate que les bénéficiaires déclarent naturellement à leur employeur qu'ils le sont. C'est pas toujours le cas et on ne peut pas les y obliger. Je sais pas si Géraldine, tu veux compléter? Non, je complète pas parce que j'avais pas tout compris à la question. Mais je crois que c'est le truc des intérimaires. Non, je peux Non, pas ce sont compléter les ça. saisonniers, mais en fait, la question, c'est comment on fait pour être dans les clous alors que les gens ne se déclarent pas, quoi, finalement. Ah, mais ça leur appartient, c'est une démarche personnelle, hein. La reconnaissance de la qualité de travail handicapé, c'est une démarche qui est personnelle, c'est-à-dire c'est la personne qui fait sa demande auprès de la MDPH, même si on lui conseille, même si on peut l'accompagner à mobiliser cette reconnaissance et l'accompagner dans la démarche administrative. Mais après, ça lui appartient. Après, c'est un bout de papier qu'on peut laisser dans un tiroir et on en fait usage quand c'est nécessaire. Après, s'ils sont accompagnés par des dispositifs comme le nôtre, hein, Cap Emploi, nous, on agit en faveur du handicap et en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, c'est sûr que si on va intervenir en entreprise, en général, ils ont le titre et du coup, l'employeur, il va récupérer son titre. Mais c'est quelque chose qui est personnel. Voilà. D'où l'intérêt de nos campagnes diverses et variées de sensibilisation bien fondées de la RQTH pour aider justement dans le maintien dans l'emploi, mais aussi dans l'accès à l'emploi pour mobiliser des aides spécifiques et s'appuyer sur des dispositifs spécifiques. Merci. Alors, la prochaine question. Pouvez-vous préciser la différence entre un essai encadré et une CRPE? Donc, l'essai encadré, effectivement, ce que je vous disais précédemment, c'est de venir tester pendant 14 jours ou 2 fois 14 jours, soit son ancien emploi au sein de son entreprise, soit effectivement un nouvel emploi au sein d'une nouvelle entreprise, mais effectivement sur une courte période. La CRPE, la Convention de rééducation professionnelle en entreprise, comme je vous le disais là aussi précédemment, pour les coups, la durée de cette convention est bien plus longue puisqu'elle peut effectivement être sur une période de 6 mois à 18 mois. Et là, effectivement, elle permet d'apprendre un nouveau métier. Alors, soit c'est son employeur initial, hein, soit chez un nouvel employeur, dans une nouvelle entreprise. Comment l'essai encadré et la CRPE, concernant l'essai encadré et la CRPE, qui recherche une éventuelle entreprise, si dans l'entreprise initiale ce n'est pas possible, la démarche, elle se fait effectivement avec le prescripteur et l'assuré. L'assuré et le prescripteur vont faire des démarches pour, si le dispositif n'est pas mobilisable au sein de l'entreprise initiale, pour chercher une entreprise qui pourrait accueillir cette personne dans le cadre de ce dispositif. Ensuite, ce n'est pas une question, c'est une remarque. L'avantage de la CRPE est qu'elle est tutorée par un père et que ce tutorat est formalisé. La CRPE, alors autre question, est-elle utilisée fréquemment dans notre région? En tout cas, elle est utilisée. Fréquemment, peut-être pas assez, hein, pas assez à notre goût, à toutes et tous, je pense. Et c'est pour ça aussi qu'on en profite pour en faire la promotion, en tout cas pour passer l'information, pour que le maximum de personnes connaissent l'existence de ces dispositifs, d'ailleurs. Et du coup, plus ils sont connus, plus les personnes sont informées et sont orientées vers les bons acteurs du maintien, les bons interlocuteurs pour pouvoir effectivement les mobiliser. Donc, pas assez effectivement utilisé à ce jour dans notre région. Bonjour, quid des agents de la fonction publique sur ces dispositifs-là? Effectivement, pour le coup, ce sont des dispositifs qui sont mobilisables uniquement pour les assurés du régime général. Oui, mais ils en ont d'autres. Mais là, on fait un focus salarié. Les agents de la fonction publique ont d'autres dispositifs spécifiques pour préparer le reclassement professionnel. Hein. Voilà.
Mais là, Donc en là, termes effectivement, concrets, c'est nous c'est qui pas la avons fait même. c'est nous qui avons fait le choix, effectivement, de retenir ces deux dispositifs. Et un prochain présentera, pardon, Cécile. Nous avons fait une CRP pour le 06 en 2023, il faut 2 bons mois minimum. Et encore une fois, donc le témoignage du service social du 06 de l'assurance maladie vient bien montrer effectivement qu'encore une fois, on ne peut pas vous donner une temporalité, j'allais dire, encore une fois, moyenne, ça dépend effectivement de la situation. Et encore une fois, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Pouvez-vous préciser le terme prescripteur? Est-ce que le SPSTI, via leur cellule PDP, par exemple, peut remplir le formulaire dossier pour solliciter une CRPE et c'est encadré auprès de la cellule PDP l'assurance maladie? Oui, le terme prescripteur veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que du coup, cet interlocuteur peut prescrire et donc engager les démarches avec l'assuré, avec le bénéficiaire, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là, tout à fait. Et donc, le SPST peut le faire. Les organismes de placement Cap Emploi, Comet peuvent le faire, et le service social de l'assurance maladie, bien sûr, en lien avec l'assuré et bien sûr en lien avec l'ensemble des acteurs qui graviteront pendant tout le parcours de l'assuré dans ce cadre-là, dans le cadre du maintien. Merci. Il y avait une question comète, je crois que Pierre a répondu, mais sur le Oui, tout à territoire, fait. il y a un comète dans le 06, le 13 et le 83. Voilà, donc pas dans le Vaucluse. Ouais, et je pourrais vous remettre, si vous voulez, dans le chat, pour que tout le monde ait bien en visibilité la réponse, le lien vers le site de Comet France, où on a notamment l'ensemble des établissements partenaires. Et Sur Jean-Claude, l'annuaire du CIST PACA aussi, vous pouvez retrouver les coordonnées des comètes qui sont en PACA. merci Ouais, Virginie, c'est ce que j'allais dire. Ouais, et je rajoute aussi que tout ce qu'on vient d'évoquer, l'ensemble des dispositifs, là encore une fois, on a fait un focus uniquement sur 2 dispositifs, hein, mais l'ensemble des dispositifs, vous les retrouvez aussi sur le site de site que vous montrez, Virginie, tout à l'heure. Et du coup, Cécile va poursuivre en vous présentant un autre dispositif qui est mobilisable à l'issue de l'arrêt, et lui aussi, vous le retrouvez du coup sur notre site du CIST. Merci, Émilie. Du coup, effectivement, quelques mots sur le temps partiel thérapeutique. Oui, merci. Donc, mobilisable à la fin de l'arrêt de travail, le temps partiel thérapeutique, ou encore appelé travail aménagé ou à temps partiel suite à un accident de travail, une maladie professionnelle. Comme on dit, mobilisable, oui, mais bien sûr, il faut toujours l'anticiper, hein. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, ça va permettre quoi aux salariés? De reprendre progressivement. Et c'est le but, c'est une progressivité du travail. Donc, ce temps partiel, il peut être au départ partir à 50%, comme il peut augmenter dans le temps, hein. Donc, en fait, le salarié, c'est pour qu'il reprenne une activité progressivement. Tout, et souvent, c'est le cas, il va poursuivre des soins. Donc, ces soins, il faut bien sûr anticiper, bien comprendre la pathologie, bien comprendre le salarié. Mais ce qui est important, alors le public éligible, là, on est dans le cas du régime général ou de la MSA, mais pour d'autres régimes, ce dispositif est quand même mobilisable. Qui est le financeur? C'est l'assurance maladie qui demande, et ça souvent les salariés ne le savent pas, c'est leur médecin traitant. Donc, j'invite aussi les salariés à avoir un médecin traitant parce que ça devient compliqué pour qu'ils puissent mettre en place ce dispositif. Donc, il faut l'anticiper puisque le jour de la reprise demandée par l'employeur, il faut que les médecins du travail soient au courant. C'est un dispositif, ça c'est très important, qui doit obtenir l'aval du médecin conseil, l'aval normalement de l'employeur. Et le médecin du travail, bien sûr, ben, il aura fait toutes les démarches au préalable, mais aussi il va l'organiser. Donc ce temps partiel, il est limité dans le temps, donc c'est souvent du 3 mois. D'abord, il est souvent prescrit mois après mois. Le maximum, c'est 3 mois et le médecin conseil peut exceptionnellement autoriser 3 mois supplémentaires. Donc ce qui est important, c'est justement le lien qu'on va avoir avec le salarié, le médecin conseil, l'employeur pour organiser au mieux ce temps partiel qui est toujours dans un esprit de reprise progressive. Ça veut dire que le salarié va reprendre à son poste, hein, on n'est pas sur voilà. Après, malheureusement, ça peut échouer, repartir sur l'analyse du maintien au poste, mais c'est un dispositif qui est voué à reprendre sur le poste de travail. Il y a Merci, encore Cécile. quelques petites questions sur la CRPE. Ouais, Peut-être tu peux regarder. Oui, j'ai vu. Donc, il y a une question dans le 13. Des assistantes sociales nous ont dit que la lettre réseau de la CRPE n'était pas sortie, donc on ne pouvait pas utiliser les dispositifs. Est-ce que c'est OK maintenant? Donc, oui, c'est OK maintenant. En fait, ce dispositif-là, cette convention de rééducation professionnelle a été rénovée dans le cadre de la loi de août 2021 santé-travail qu'on évoquait
les autres intervenants à ce webinaire juste avant. Donc, effectivement, le décret d'application a mis du temps à apparaître, ce qui fait que ce dispositif a été suspendu pendant quelques mois, mais à présent, il est bien évidemment mobilisable. Donc, vous avez tout à fait le go pour utiliser les CRPE à présent. Pour les CRPE, les prescripteurs ont-ils une liste d'entreprises qui acceptent de faire ces CDD? Y a-t-il des entreprises dans différents domaines, industrie, métallurgie, BTP? N'est-ce pas trop difficile pour les entreprises? Donc, nous ne disposons pas, nous les prescripteurs, je pense que c'est pareil pour mes collègues SPST et CAP, de listes d'entreprises qui seraient déjà partie prenante et OK pour mettre en place des CRPE. Après, encore une fois, le projet professionnel, il se construit avec l'assuré. Donc, en fonction de son projet, l'entreprise qui serait susceptible d'être intéressante, en tout cas qui aurait un poste qui pourrait intéresser la personne, fera l'objet effectivement d'une sollicitation de la part du prescripteur et du bénéficiaire. Peut-être pour compléter, Émilie, Vas-y, je t'en le prie. CRPE, c'est pas un CDD, hein. Le CRPE, c'est une C'est un convention. prêt, C'est pas un c'est une contrat, je veux dire. c'est C'est pas une un convention. contrat. C'est une convention qui vient s'asseoir sur un dispositif de droit commun, enfin un dispositif contractuel qui est le CDI ou le CDD. Donc, il ne faut pas confondre quand même. Oui, C'est tu as pour ça raison que de préciser. voilà, la convention de rééducation professionnelle, c'est un dispositif qui s'ajoute au CDD ou au CDI, peut-être pour aller plus vite et qui va permettre d'être un outil du reclassement professionnel. Donc, elle vient, c'est-à-dire on n'a pas d'entreprises qui prennent en convention de rééducation. On a des entreprises qui prennent en CDD. Et si la personne, on a fait la demande pendant qu'elle était en arrêt de travail, parce qu'il y a une nécessité de réadaptation sur un poste ou de reclassement sur un autre poste, on pourra utiliser la CRPE. Mais ce n'est pas un contrat en tant que tel. C'est important de bien faire la différence. Ce sont vraiment des outils qu'on utilise quand les gens ils ont été en arrêt, pour lequel on a un projet de reconversion, un projet de reclassement ou un projet de réadaptation. Donc, ce n'est pas un levier comme on peut avoir les PEC, enfin, les contrats aidés, ce genre de choses. C'est totalement différent. Il est noté que dans le descriptif, c'est indiqué CDD, donc c'est pour ça que... Ah oui, peut-être, mais moi, je vous invite à vous appuyer sur des professionnels, enfin, sur la Sécu, enfin, l'assurance maladie ou le Cap emploi quand les personnes sont bénéficiaires de l'obligation, ou il y a peut-être les cellules de prévention de la désinsertion des services de santé au travail qui sont plus aguerris avec ce genre de dispositif. Il y a des questions pour Cécile, là, sur le temps partiel thérapeutique. Cécile, tu veux qu'on te les lise? Quid de la reprise à temps partiel si l'employeur ne veut pas? À temps partiel thérapeutique si l'employeur ne veut pas. Alors, effectivement, c'est son droit, mais c'est vraiment exceptionnel, quoi. Sur 20 années de médecine du travail, j'ai peut-être eu simplement une seule fois un seul refus qui doit être motivé, je le rappelle, motivé précisément, hein. Donc, et sinon, donc, c'est à nous aussi de convaincre l'employeur, et souvent, on trouve toujours une solution. Mais c'est son droit. Le salarié n'est pas éligible au temps partiel après un arrêt pour maladie seulement suite à AT ou MP. Non, c'est peut-être une erreur, c'est simplement le nom en fait. Bien sûr, le temps partiel thérapeutique est éligible pour l'ensemble des arrêts maladie, ou qu'on soit en AT ou en MP ou en maladie. Alors, il y a marqué activité progressive sur 3 mois et après. Et bien après, le médecin du travail fait le point avec le salarié et voir s'il peut reprendre à temps partiel ou pas, à temps plein ou pas. Souvent, on fait des reprises progressives. On commence à 50%, après on va à 70%. Ça aussi, c'est faisable. Mais au bout de 3 mois, le salarié souvent est reconvoqué par le médecin conseil qui fait une évaluation. Et là, il y a une décision souvent pluridisciplinaire qui est prise pour voir si le salarié peut reprendre à temps plein ou pas. Et justement, ce temps partiel permet aussi le temps d'aménager le poste de travail. Et souvent, il y a une reprise à temps plein au bout de 3 mois ou 6 mois, hein, avec poste aménagé ou pas. Merci. Quand le médecin traitant peut-il demander une invalidité? Alors, le médecin traitant
l'invalidité, ça lui appartient, hein. C'est pas le code du travail, c'est le code de la sécurité sociale. C'est-à-dire, à tout moment de l'état de santé d'un salarié, un médecin traitant peut demander une invalidité à la sécurité sociale. Dans le cadre de la CRPE, y a-t-il des compensations financières toujours pour l'employeur? Pardon, du coup, Oui. tu veux y aller, Géraldine? Non, vas-y, Emilien. Vas-y. Du coup, je comprends pas la question. Donc, dans le cadre de la CRPE, y a-t-il des compensations financières toujours pour l'employeur? C'est-à-dire, Bah, en fait, quelle je pense que compensation? en fait, c'est parce qu'il y a une prise en charge du salaire, en fait, quelque part, sous forme d'indemnité Ah oui, journalière bien qui est sûr. reversée à C'est ça qui est l'employeur. demandé, oui, tout à Oui, fait. voilà. Donc, en clair, c'est tout un calcul qui est fait par rapport à l'IJ que la personne Mm, mm. bénéficiait sur un taux de prise en charge qui allait en gros 50%, on va dire, hein, pour simplifier, même si... Mais du coup, l'employeur, il est aidé à 50% du salaire de la personne sur un calcul de ses indemnités journalières. C'est pour ça que je dis en gros, hein. Mm, mm. Tout ça est individualisé à chaque fois, en fait. Mais bien sûr que ce sont des aides pour l'entreprise. Et ce que je disais, ça aide la personne à se réadapter, à se reclasser à son poste. Il y a moins de pression quand on sait qu'il y a une aide financière derrière qui est versée par la sécurité sociale sur ce reclassement professionnel. Parce qu'il y a cette période de tuilage, cette période de tutorat, cette période de remise à niveau, de prise de poste, en fait, du poste de reclassement ou de son poste antérieur dans le cadre de la rééducation, de la réadaptation au poste de travail. On prend la dernière question, après on poursuit, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps partiel thérapeutique est-il mobilisable dans le cadre d'une aggravation sans passer par un arrêt de travail? Oui, c'est récent, depuis 2019, donc il peut y avoir un accord sur un temps partiel thérapeutique. Toutefois, il faut requérir l'accord du médecin conseil. Donc, il faut informer le médecin conseil au préalable, qui valide, qui donne son accord. Merci, on a fait le tour des questions. Merci, donc je vais passer la parole du coup à Isabelle. Elle va vous présenter donc des aides à la reprise de l'activité. Alors là aussi, hein, l'idée, c'est de faire un zoom sur quelques aides, mais vous avez l'intégralité dans le tableau du SIST PACA. Juste rappeler que pour bénéficier de l'offre de service AGEFIP, donc de toutes les aides et accompagnements, il faut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc avoir l'un des titres évoqués tout à l'heure, ou en avoir fait la demande, donc avoir déposé une demande et avoir l'accusé réception comme quoi on a déposé la demande. Voilà, donc ensuite, on retrouve notamment des aides à la compensation du handicap, hein, pour la GFIP. Lorsque le Cap emploi étudie un poste de travail avec le service de santé au travail, il peut s'avérer nécessaire d'aménager le poste. Donc, soit il y a une proposition d'aménagement de poste et derrière la GFIP peut financer ce qui relève de la compensation dans le cas de l'aménagement du poste. Soit il y a besoin d'aller approfondir un petit peu cette étude de poste en faisant appel à des prestataires d'appui spécifiques. Donc, la GFIP finance ce qu'on appelle des PASS, donc prestataires d'appui spécifiques pour chaque type de handicap, donc handicap moteur, visuel, auditif, psychique, mental et cognitif. Donc, sur chaque département, on a un prestataire spécialisé sur un type de handicap, sur ces 5 handicaps que j'ai évoqués, 6. Voilà, Cap emploi peut estimer qu'il a besoin vraiment d'un regard très expert sur le handicap et qu'il a besoin d'un appui pour trouver les solutions et les techniques de compensation. Si on veut analyser aussi globalement le poste lorsqu'il y a une situation un peu complexe, Cap emploi peut aussi faire appel à nos ergonomes. Donc, on finance des ergonomes qui peuvent faire une étude globale du poste de travail et faire des préconisations d'aménagement. Donc voilà, on retrouve du coup l'appui du Cap emploi, les études ergonomiques, les prestations d'appui spécifiques et ensuite des préconisations donc d'aménagement de poste. La GFIP peut financer l'aménagement de poste uniquement sur la compensation du handicap. Donc en général, on ne finance pas 100% de l'aménagement puisque on mesure ce qui relève du gain de productivité dans l'entreprise, l'amélioration des conditions de travail, si ça augmente le patrimoine du chef d'entreprise et si plusieurs salariés utilisent le matériel, on fera des critères de pondération et nous ne prendrons que ce qui relève de la compensation du handicap. Aujourd'hui,
les financements d'aménagement de poste. Donc, quand on finance un aménagement, il est financé à l'entreprise, c'est l'entreprise la propriétaire de l'aménagement. Mais on s'est rendu compte que dans certaines situations, comme des CDD, de l'intérim ou des personnes qui partent en formation, financer un aménagement, ce n'est pas toujours pertinent. Donc, depuis juin, nous avons mis en place une plateforme de prêt de matériel. Sur PACA, elle s'appelle Edatech, qui permet justement que les aménagements qui ont été préconisés puissent être mobilisés via du prêt. Donc, cette plateforme de prêt démarre, hein, donc elle a vocation à s'étoffer, mais aujourd'hui, elle a un certain nombre de matériels un peu standards qui peuvent être mis à disposition sur des temps courts, du coup, de formation ou de CDD ou d'intérim, pour éviter qu'on finance tout de suite du matériel si le poste n'est pas pérenne, par exemple. Voilà, c'est un peu rapide, mais en gros, de toute façon, tout le détail, vous le retrouvez dans le SIST PACA sur l'ensemble de nos aides. Merci Isabelle. Du coup, pour conclure, Géraldine, du coup, on avait proposé que tu illustres par un cas concret. En plus, c'est c'est demandé parti. dans le Ouais, chat, voilà. tu vois. Alors, juste, donc là, j'ai pris, tous les facteurs sont réunis, hein. On a un salarié ou un patient ou un assuré social qui est participant, un employeur qui est participant. Il y a tous les principes gagnants, hein, une vraie coordination au niveau des acteurs. Donc, c'est Laetitia qui a 57 ans, qui est commerciale. Elle est en arrêt maladie depuis quelques temps suite à une maladie chronique évolutive avec une aggravation. J'entends plus, Géraldine. Hein, vous m'entendez? C'est bon. Ça y est, c'est revenu. Ah, je suis désolée. Et elle n'est pas bénéficiaire de la reconnaissance jusqu'à présent parce qu'elle n'en voyait pas l'utilité, mais son handicap s'aggravant, elle accepte, elle est prête à engager la démarche de la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Donc, elle est vue par le médecin conseil dans le cadre du contrôle du bien fondé de l'arrêt de travail et elle est orientée vers le médecin du travail pour une visite de pré-reprise afin de préparer justement sa reprise dans une anticipation. Le médecin du travail dit qu'il y a une restriction à sa station assise, à la station debout prolongée, une problématique de conduite et aussi la nécessité de prendre en compte cette fatigabilité qu'elle présente aussi de façon importante. Je rappelle qu'elle est commerciale. Donc, elle est orientée vers Cap Emploi parce qu'il y a une volonté de l'employeur à la maintenir. Et donc, la première des démarches qu'on va réaliser suite à l'entretien et diagnostic global qu'on réalise, on prend bien en compte la personne dans sa globalité. Donc, est-ce qu'il y a bien une cohérence des discours médicaux? On en parlait tout à l'heure, la cohérence des discours médicaux entre le médecin du travail, le médecin conseil et le médecin de soins. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite faire, et on fait le même diagnostic global avec l'employeur. Donc, la première des démarches, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Tous les Cap Emploi ont des procédures des procédures dites d'urgence pour obtenir ce statut afin d'avoir les leviers financiers nécessaires à son retour à l'emploi. En sachant quand même que pour la GFIP, il n'y a pas nécessité à obtenir le titre, mais le simple dépôt, une simple attestation de dépôt de la MDPH suffira. Puis, on travaille ensemble, chacun a son rôle à jouer. L'employeur, il a son rôle à jouer. Le médecin du travail, il a son rôle à jouer. La salariée, elle a son rôle à jouer. Le Cap Emploi a son rôle à jouer. Et le service social, vous allez voir, il va avoir aussi un rôle à jouer parce qu'on propose dans le cadre de ce plan d'action un premier des outils qui est l'essai encadré. Alors, pourquoi essai encadré et pas de suite temps partiel thérapeutique? C'est que l'essai encadré, la dame, elle dit qu'elle est un peu aussi frileuse, de par sa fatigabilité et les contraintes physiques qu'elle a aujourd'hui, à reprendre son activité. Et elle a besoin d'aller vérifier in situ, dans l'entreprise, sur son poste de travail, si sa capacité va tenir et si il n'y a pas besoin des outils. Donc, on oriente tout de suite la salariée vers l'assistante sociale. En même temps, je rappelle que c'est une personne qui est en affection longue durée, elle a 57 ans et donc il y a aussi une prise en charge un peu psychosociale à avoir. Et donc, on propose un essai encadré de 14 jours
Voilà, laisser encadrer, c'est vraiment, ça va être un outil pour nous, en tout cas Cap Emploi, pour bien définir les besoins en compensation. Donc, pendant ces 14 jours, la personne se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir reprendre de suite à temps plein et qu'il y a nécessité d'avoir un temps partiel thérapeutique à la reprise. Ça va nous permettre aussi de travailler avec l'employeur pour revoir sa fiche de poste en vue de limiter un petit peu les déplacements professionnels dans un premier temps et surtout aménager techniquement son poste de travail tout de suite pendant qu'elle bénéficie de ses indemnités journalières et qu'elle fait cet essai encadré, on va pouvoir faire du test de matériel et du coup définir tout de suite l'aménagement du poste de travail pour limiter ses contraintes physiques qui sont un siège ergonomique, une souris, un repose-document. Et pour ces déplacements professionnels et ponctuels, parce que je rappelle qu'elle est commerciale et il faut qu'elle en fasse quand même, d'envisager des financements aussi possibles de ces déplacements professionnels. Donc, l'ensemble des aménagements techniques et le déplacement professionnel et ponctuel en taxi, ça nous permet de solliciter directement les aides de la GFIP en compensation du handicap et en cofinancement. Et cette dame a dû reprendre en temps partiel thérapeutique sur son poste aménagé. C'est des parcours qui sont longs parce qu'à l'issue du temps partiel thérapeutique, tout à l'heure, j'ai envisagé, et il y avait une question qui disait « et après ces 3 mois ou ces 6 mois de temps partiel thérapeutique ?» voilà, la personne est en reprise, elle fait aussi son chemin, elle prend conscience de certaines choses et elle est passée en invalidité première catégorie pour pérenniser la réduction du temps de travail. Et on est toujours en suivi, parce que le maintien dans l'emploi, ce n'est pas tout de ficeler un joli poste de travail ou une belle reprise. Il faut être vigilant. C'est pour ça que Cap Emploi, aujourd'hui, dans le cadre de son offre de service, a un suivi conventionnel à 3 mois et à 6 mois. Et si toutefois la situation le nécessite, on peut continuer à veiller pendant 18 mois à la sécurisation de ce maintien dans l'emploi et de son parcours. Voilà. Donc, je disais bien, c'est l'exemple réussi. Voilà. J'en ai terminé. Juste peut-être pour compléter, pour les travailleurs indépendants, laisser encadrer, ce n'est pas possible, mais il y a d'autres outils qui peuvent être prescrits par le service public de l'emploi, qui sont la PMSMP. Donc, c'est une période de mise en situation professionnelle. Je pense qu'on les retrouve dans les aides, on le retrouve dans les aides et dispositifs, et ça nécessitera bien sûr la coordination de l'ensemble des acteurs. Merci Géraldine. Du coup, juste pour récapituler au niveau de l'outil, enfin les informations disponibles au niveau de l'outil du maintien dans l'emploi dans le SIST PACA. Donc 3 pages, les acteurs, le parcours, les outils, 3 schémas interactifs, une classification des aides selon le statut du salarié. Je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez télécharger un PDF également qui est interactif et qui récapitule tous les tableaux des aides disponibles selon le statut du salarié. Et donc voilà, et donc 2 PDF, des schémas interactifs. Au niveau du site PACA, vous avez, on l'a déjà dit, mais vous avez un annuaire santé, travail et maintien dans l'emploi qui réunit les coordonnées des services de prévention et santé au travail interentreprises, ceux de la MSA et ceux du service des gens de la mer et les structures qui agissent sur le maintien dans l'emploi. Vous pouvez également nous contacter, donc vous avez juste à cliquer sur l'enveloppe. Vous pouvez nous contacter directement via ce moyen-là. Et voilà. Je crois que j'ai fini. Juste peut-être avant de nous quitter, on va répondre aux 2 dernières questions. Oui, alors avant peut-être, il y en a qui sont peut-être pressés, qui doivent partir. Je crois que c'est un questionnaire qui va être mis. Le questionnaire. Peut-être tu peux déjà le mettre, Pierre. Oui, tout à fait, c'est fait, exactement. Voilà. J'ai mis dans le chat, donc dans l'onglet discussion, le lien, il y a quelques secondes, vers le formulaire d'évaluation. C'est très important, effectivement, pour nous que vous puissiez prendre quelques instants pour le renseigner. Je vous rassure, ça va très vite. Il y a 8-9 questions, il faut compter une bonne trentaine de secondes. Et pour nous, c'est vraiment très précieux. Donc, merci effectivement d'aller sur l'espace de discussion en cliquant juste sur discussion en dessous et vous verrez mon petit message dans lequel vous trouverez le lien vers ce formulaire d'évaluation. Merci beaucoup. Et on peut
effectivement répondre aux dernières questions. Sur l'invalidité, le salarié peut-il faire la demande lui-même dans son espace Amélie? Émilie, peut-être? Oui, a priori. Oui, il peut faire sa demande effectivement lui-même et après la décision, effectivement, reviendra au médecin conseil. Pardon. Je continue du coup, puisque la prochaine, c'est laisser encadrer. Laisser encadrer peut-il être proposé à une personne en invalidité, notamment catégorie 2, mais qui est toujours salarié de son entreprise, ou faut-il nécessairement être en arrêt de travail? Il faut nécessairement être en arrêt de travail. C'est un dispositif qui est mobilisable pendant un arrêt de travail. Mais effectivement, la personne peut être en invalidité catégorie 2, salarié, en arrêt de travail et mobilisé en laissant encadrer. Mais c'est pendant un arrêt de travail. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Non, s'il y a encore des questions, on est encore disponible pour y répondre. Surtout, n'oubliez pas de répondre au questionnaire d'évaluation. Comme disait Pierre, c'est très important pour qu'on puisse s'améliorer. On a un peu instauré ça depuis 3 ans maintenant, ce webinaire. Donc, l'idée, c'est peut-être de le faire évoluer chaque année, d'avoir quelque chose d'amélioré à vous proposer. Certains me disent que vous ne voyez pas le lien vers le formulaire. Je l'ai mis dans le chat, je l'ai mis à plusieurs reprises et je vous le remets du coup dans la question. Dans le module discussion, il se trouve. Ouais, voilà. Et je le mets du coup dans le module aussi questions-réponses. Comme ça, il est partout. Et normalement, vous pourrez le trouver. Je vois qu'on a déjà un peu plus d'une quinzaine de personnes là, qui ont cliqué sur le lien, une vingtaine là. Donc, a priori, c'est bon, c'est parti. Donc, merci vraiment de prendre quelques instants. Vous allez voir, ça va très vite. Mais à nouveau, pour nous, c'est vraiment très utile. Donc, merci effectivement de prendre quelques instants pour le renseigner. Et ceux qui ont renseigné le questionnaire, qui ont encore des questions, on reste là. Et bien simplement, avant de conclure, moi, j'arrête l'enregistrement, si ça vous convient. Parfait, Pierre.